Bonjour à toutes et à tous, bon réveil dominical, bienvenue sur l'invité. Ce dimanche, je reçois pour vous Prudent Victor Topanou. Il est universitaire et parlementaire béninois, ancien ministre de la Justice et garde des Sceaux du Bénin de 2009 à 2011. Il fut membre de la commission chargée des réformes politiques et institutionnelles mises en place par le président Patrice Talon en 2016. Élu député à l'Assemblée nationale en janvier 2023, il préside la commission de l'éducation, de la culture, de l'emploi et des affaires sociales de la 9e législature en cours. Il urge de rappeler qu'il a été rapporteur général du dialogue politique national qui s'est tenu en 2019. Avec lui, nous allons parler essentiellement autour de la modification du code électoral et également de la fête identitaire Fofo Djaka-Houé. Bonjour Victor Prudent Topanou. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Merci beaucoup une fois encore. Alors, Victor Prudent Topanou, nous allons rentrer dans le vif du sujet qui nous réunit ce dimanche. On parle politique. Le lundi dernier, vous étiez à la présidence de la République pour rencontrer le chef de l'État, pour échanger autour de cette modification du code électoral de façon expéditive. Est-ce que vous pouvez nous décrire dans quelle ambiance cette séance s'est tenue et qu'est-ce qu'il en ressort? Mais écoutez, je rappelle à toutes fins utiles à vos téléspectateurs que l'initiative du président a été se justifiait par le fait que la Cour constitutionnelle ait pris une décision en date du 4 janvier 2024, au terme de laquelle elle demandait à l'Assemblée de modifier le code électoral sur 2 points particuliers. Le premier, celui de l'article 142, qui est une reprise de l'article 49 de la Constitution, sauf que la Constitution prévoyait 14 jours en cas d'annulation d'élection pour sa reprise, alors que quand le législateur voulait l'inscrire dans le code électoral, il a écrit 5 jours. Donc la Cour constitutionnelle a demandé à ce que les députés fassent cette mise en conformité afin que l'article 142 dise 14 jours et non pas 5 jours. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est les dispositions des critères d'éligibilité pour être président de la République. Il a été dit qu'il faut, en dernier alinéa de l'article 44, je crois, demander que l'on ait des parrainages, que les parrainages étaient les élus. Bon. Et donc le collège des élus constitué donc de l'ensemble des députés et des maires. Bon, évidemment, en disant l'ensemble des élus, je ne sais pas exact puisque les conseillers communaux ne sont pas des parrains. Des parrains. Le parrain et le maire est un parrain. Voilà, donc c'est le collège, pour être précis, c'est le collège des députés et des maires. Et donc le code électoral a prévu que en reprenant cette disposition-là, il fallait intégrer le fait que lorsque les députés et les conseillers communaux seront élus le deuxième dimanche du mois de janvier, ils soient installés le deuxième dimanche du mois de février. Et donc, il y a un citoyen qui a fait une projection et qui s'est rendu compte que dans l'hypothèse de 2026, en tenant compte du fait qu'il y a une autre disposition du code électoral qui dit que pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut avoir déposé son dossier, sa déclaration de candidature 50 jours avant le début de la campagne électorale. Donc le concitoyen a fait les décomptes et il s'est rendu compte qu'en 2026, tous les maires ne seront pas encore installés avant que les 50 jours n'arrivent. Voilà. En conséquence, il y aurait, sa conclusion, c'est qu'il y aurait donc une rupture d'égalité entre certains maires qui seront élus, et qui seront déjà installés, et d'autres qui ne le seront pas. Je précise à toutes fins utiles que les maires devront être installés entre le 2e et le 4e dimanche du mois de février, ce qui en 2026 ira du 1er, donc je crois du 1er au 15, en tout cas c'est étalé sur 2 semaines. Donc il disait que certains pourraient être installés avant les fameuses 50 jours avant le début de la campagne et certains ne le seraient pas. En conséquence, il y a rupture du principe de l'égalité. Et donc la Cour constitutionnelle prend une décision le 4 janvier et somme
sans fixer de date, demande aux députés de faire une mise en conformité. Premièrement, en mettant 14 jours au lieu de 5 jours, dans l'article 142. Et deuxièmement, en ouvrant une période de parrainage qui fasse en sorte que tous les maires soient mis sur le même pied d'égalité, soit en les autorisant tous, en faisant en sorte qu'ils soient tous parrains, soit en faisant en sorte qu'aucun d'eux ne soit parrain. Voilà, c'était ça la problématique. Et donc c'est en lisant et en analysant cette décision que si le principe de révision du code est acté, on se rend compte que cela a des implications tout de même constitutionnelles, dans certaines hypothèses. Notamment la question de savoir si le principe d'égalité était toujours assuré, si les députés, même si la Cour l'a dit comme ça, les députés n'avaient pas de problème, ils pouvaient tous être parrains, alors que les maires ne le sont pas. Voilà. Avant de poursuivre votre analyse, la décision de la Cour constitutionnelle, elle spécifie les parrains en ce qui concerne les députés. Oui. Est-ce ceux de la 9e ou de la 10e? Non, pour la Cour, c'est ceux qui sont là en ce moment qui doivent être parrains. Et lorsque vous avez été à la rencontre avec le chef de l'État, est-ce qu'il y a eu d'autres initiatives dans un sens contraire? Oui, il y a certains qui posent le problème. Certains demandent si c'est politiquement légitime que des députés, les députés de la 9e puissent être parrains en sachant que au moment où ils sont parrains, soit ils savent qu'ils ne seront plus candidats parce que la liste pour les législatives de 2026 seront déjà déposées depuis le mois d'octobre 2025. Soit pour certains au soir du deuxième dimanche du mois de janvier auront été battus. Bon, voilà. Donc évidemment, au-delà de ces dispositions techniques, il y avait la question de savoir si légitimement ceux qui sont là doivent être les parrains ou si c'est ceux qui doivent venir qui doivent être les parrains. On pourrait dire... Que dit l'esprit de la loi elle-même? Chacun s'approprie l'esprit de la loi. Mais Chacun s'approprie l'esprit de la loi. Non, si vous voulez mon avis, c'est que lorsque ce test était écrit, en tout cas s'écrivait en 2019, c'était pour régler un problème précis. Lequel? C'était celui de la faiblesse structurelle de nos partis politiques qui, depuis 1990, n'avaient jamais réussi à placer à la tête de l'État un de leurs présidents. Voilà, le président Soglo a été élu, n'était pas membre d'un parti, comme par malheur. Il a fallu créer la RB en 1993 pour que plus jamais il ne gagne aucune élection présidentielle. C'est pareil pour le président Kélékou qui a été réélu sans avoir un parti politique. Le président Yaïboni aussi, c'était pareil. Le président Talon, c'est pareil. A contrario, à Moussou Bruno, qui avait un parti, le PSD, n'avait jamais réussi à le placer comme président de la République. Il en est de même du président Roubedi, il en est de même de presque tous les présidents de partis qu'on connaissait. Bon, d'où l'instauration du parrainage. Entre autres, il y avait 4 mesures pour aller vers le renforcement de nos partis politiques. La première, c'est le financement public, qui n'existait quasiment pas. La deuxième, c'est le principe des 10% sur le plan national avant d'être éligible à la distribution des postes de députés ou de conseillers communaux. Le troisième, c'est le parrainage. Et le quatrième, c'était l'inversion du calendrier électoral. Voilà, c'était un ensemble de dispositions qui étaient prises pour aller vers le renforcement. Et je veux dire, il y avait d'autres mesures également, notamment le fait que tous les partis politiques doivent avoir une représentation nationale à travers la présence physique de sièges dans presque toutes les communes. Mais
l'effet le plus important, c'était l'histoire des 10% sur le plan national pour pouvoir être éligible aux différentes élections communales et législatives. Et donc, effectivement, c'était ça l'esprit. Mais quand on le faisait, on savait très bien que ce n'est pas la pratique courante. On savait très bien que dans la plupart des pays, c'est la présidentielle qu'on organise avant et les législatives après, afin de permettre au président qui vient d'être élu d'avoir une dynamique qui lui permet d'avoir une majorité à l'Assemblée pour diriger. Et pourquoi est-ce que vous avez inversé? On avait inversé justement parce qu'on pensait que ça contribuerait à renforcer les partis. C'est ce qu'on avait dit. On pensait que dans notre système où aucun président de parti n'a jamais réussi à être élu, si on inverse le calendrier électoral, on permettrait aux députés élus communaux qui se sont installés le deuxième dimanche du mois de janvier de porter à bout de bras l'élection du président de leur parti, ou en tout cas le candidat de leur parti le deuxième dimanche du mois d'avril. C'était ça l'idée, c'était un pari. Bon, voilà. Alors, donc aujourd'hui... Oui, vous étiez au palais de la Marina lundi dernier. Qu'a dit le chef de l'État? Oui, le chef de l'État qu'est-ce qu'il souhaite? d'écouter d'abord nous qui sommes ses députés. En tout cas, c'est les députés qui soutenons son action. Donc, il nous a reçus en premier. Il a reçu les bières en dernier, entre deux, il a reçu les démocrates. Bon, donc il fait le tour pour savoir quelle interprétation nous faisons de cela. Et donc chacun a donné son idée. Nous avons à l'UP réfléchi avant de le rencontrer. Et donc nous lui avons présenté la position commune qui est la nôtre. Qui est laquelle on peut parler ici très rapidement. Si vous voulez la savoir, vous attendrez demain parce que lundi, donc demain à 14 h, nous avons une conférence de presse au siège du parti à Bégamin pour annoncer officiellement notre position. Ça se dit, vous n'avez pas à attendre trop longtemps encore. C'est quelques heures. Je pense que peut-être même en sortant de cette émission, vous recevrez un appel pour vous inviter à la conférence de presse. Nous avons une cellule de communication très efficace dans ce domaine-là. Donc, je serai satisfait. Tout à fait. Alors, aujourd'hui, ce code électoral doit être revu. D'aucuns estiment que le parrainage est une disposition chrysogène qui va apporter des sources de conflit lors des élections parce que pour eux, elle est une disposition qui crée l'exclusion puisqu'il y a d'autres formations politiques régulièrement enregistrées mais qui ne pourront pas obtenir de parrainage pour présenter le candidat à la présidentielle, d'autant plus qu'il se sursure au sein de l'opinion qu'il y a en préparation ou en élaboration une loi visant à co-signer les parrainages par les présidents des partis politiques. Vous savez, vous êtes journaliste et ce qui circule sous la table, vous êtes mieux informé. Moi, je suis institutionnel. S'il y a effectivement une loi qui se prépare pour faire co-signer les parrainages, je le saurai, puisque de toute façon, il faudra bien que je le vote ou que je ne le vote pas. Est-ce que vous approuvez une telle démarche politique? Il faut d'abord qu'elle vienne. Je ne fais pas partie de ceux qui spéculent sur ce qui n'existe pas. Vous me poserez une question sur un test qui n'existe pas, je ne pourrai pas vous répondre. Sauf si vous organisez une émission de science-fiction et là on sait que c'est de la science-fiction. Moi je suis institutionnel, je respecte les institutions. En début de chaque séance à l'Assemblée nationale, on nous fait lecture par le secrétaire parlementaire de l'ensemble des correspondances que nous avons reçues. Et c'est comme d'ailleurs, je suis sûr depuis hier ou avant-hier qu'il y a un projet de révision constitutionnelle qui serait déjà déposé sur la table du président de l'Assemblée nationale. Et quand on m'interroge là-dessus, je dis c'est possible. Mais j'attends mardi, puisque nous avons une plénière mardi, pour savoir dans la lecture des communications officielles si nous avons, oui ou non, été saisis d'une proposition de loi constitutionnelle. Si c'est le cas, à ce moment-là, je pourrais opiner. Mais techniquement, ce que demande la Cour constitutionnelle pour le faire réellement, il faut forcément une modification de la Constitution ici. Non. On n'a pas besoin de modifier la Constitution pour respecter la décision de la Cour. Non, il suffit juste de définir, et c'est ce que la Cour a dit d'ailleurs dans son raisonnement, de définir une période de parrainage qui préserve justement l'objet ou l'orientation que nous nous donnons. Si nous décidons que ce sont les élus de 2026 qui doivent être des parrains, oui, il y a évidemment une incidence
sur le calendrier électoral actuel. Mais si on décide que c'est les maires et députés actuels, il n'y a pas besoin de modifier quoi que ce soit, notamment par la Constitution. Encore une autre question, quel est votre souhait pour les parrains? Oh, Souhaitiez-vous je ceux de la pense 9e ou que de la 10e? on a pris une position commune déjà. Donc à partir de ce moment, ma position individuelle n'a plus d'importance. Vous savez, nous faisons un travail de groupe. Et au sein du groupe, chacun émet son opinion. Si vous emportez la majorité, ça devient la position du groupe et non plus votre position personnelle. Et si vous êtes battu, ce n'est plus votre position personnelle, c'est la position du groupe. Dans tous les cas, une fois que le travail du groupe a été fait, tout le monde se plie. Tout le monde se plie. Et la position que nous avons, vous la connaîtrez demain, puisque nous en avions fait part au président de la République. Mais comme il paraît qu'à l'UP, nous ne communiquons pas beaucoup. Nous avons décidé de communiquer davantage et d'être un peu plus agressifs dans la communication. Alors, professeur Victor Tokpanou, lorsqu'on parle de ce code électoral-là, d'aucuns estiment que l'occasion est donnée à la classe politique de s'asseoir et de repenser ce code électoral, notamment par rapport aux dispositions qui ont conduit à une loi explicative lors de la désignation des maires, notamment également par rapport à ce qui est lié au niveau de la Sénat. Est-ce que à ce moment précis, on ne doit pas s'asseoir et peut-être consulter aussi les autres partis politiques régulièrement constitués pour l'élaboration d'un code consensuel afin d'éviter toute polémique en 2026? Si le besoin s'en fait sentir, moi je n'aurai aucune objection à cela. Mais c'est vrai que sur le principe, je fais partie de ceux qui pensent qu'on ne modifie pas un code tous les ans. On modifie un code tous les ans? Non, on modifie une loi électorale tous les ans, mais pas un code électoral tous les ans. Pendant de nombreuses années, depuis 1990, on n'avait que des lois électorales. Et à partir de 2007-2008, on a commencé par mûrir l'idée d'un code, précisément parce que ça ne faisait pas bon genre qu'à la veille de chaque élection, les députés s'asseyent pour modifier les lois. C'est comme s'ils sont juste incapables d'anticiper, de se projeter dans l'avenir. Et que tous les 5 ans, ou tous les 3 ans, ou tous les 2 ans, parce qu'avant, quand on n'avait pas encore fait la révision et qu'on a décidé des élections générales, on avait des élections soit tous les 2 ans, soit tous les ans, en fonction du glissement entre le législatif qui avait 4 ans, la présidentielle qui avait 5 ans de mandat, les élus communaux et qui ont commencé en 2003, donc totalement en décalage. Ça fait qu'à un moment donné, on avait une élection soit tous les ans, soit tous les 2 ans, tous les 3 ans. Bon, c'était tous les 20 ans qu'on pouvait faire toutes les élections générales la même année, comme ce fut le cas en 2011, où depuis 1990, on a fait la présidentielle et les législatives la même année. Sinon, le décalage fait que les élections coûtent excessivement cher financièrement, elles coûtent excessivement cher psychologiquement, psychiquement. Tous les candidats s'investissent. C'était financièrement cher non seulement pour l'État, mais également pour les partis politiques. Bref, je crois que tout le monde, enfin du moins, il s'est dégagé un consensus sur l'idée finalement d'aller vers des élections générales. Et on sait que tous les 5 ans, en 3 mois, on est préoccupé par les élections, on fait les législatives, ensuite on fait la présidentielle et tout le reste des 5 années, on travaille au développement du pays. Ça, c'était une option fédératrice. Et donc, c'est pour ça qu'on a fait cette option-là. Du coup, aujourd'hui, en effet, s'il y a eu des manquements dans le code électoral, il y a seulement quoi, disons 2019, 2023, 5 ans, et que ces manquements sont criards, comme celui que la Cour constitutionnelle a relevé en ce qui concerne l'article 149 du code électoral qui n'est pas en conformité avec l'article 49 de la Constitution, oui, on n'a pas d'autre choix que de s'asseoir pour le faire. Si la Sénat, comme elle l'a suggéré, à la pratique, a constaté quelques insuffisances et demande aux législateurs de le faire, on le ferait. Mais c'est vrai qu'il y a un argument qui dit souvent qu'à la veille de chaque élection, on modifie le code, donc on peut s'asseoir pour le faire. Ce n'est pas une pratique vertueuse, c'est plutôt une pratique vicieuse. Et je pense qu'à partir du moment où on a fait l'option du code, c'est qu'on a pensé qu'on était capable de penser le système sur 10, 15, 20, 30 ans.
Voilà. Voilà. Alors, les opposants, pour le dire ainsi, estiment que, parlant du code électoral également, il faut revoir aussi les prérogatives du directeur général des impôts dans l'administration des quitus fiscaux. Qu'en dites-vous? Non, si le juge nécessaire, pourquoi pas? Moi, je n'ai pas eu de difficulté à avoir mon quitus fiscal. Lorsque j'allais aux élections en 2023, certains se sont plaints d'en avoir eu. Pourquoi les ont-ils eus? Si jamais ils mettent le sujet sur la table, il va falloir écouter à nouveau le directeur pour savoir pourquoi il y aurait eu pourquoi en principe il y a des obstacles pour la délivrance. Bon, parce qu'il m'était revenu que beaucoup de candidats à l'époque ont découvert du jour au lendemain qu'ils devaient beaucoup d'argent au fisc parce qu'ils ont oublié de payer pendant des années. Quand on leur a fait le redressement, ça fait qu'ils n'ont pas pu obtenir le quitus fiscal. Évidemment, il y a une question d'éthique. Vous ne pouvez pas vouloir être un représentant du peuple, que ce soit au niveau communal, au niveau législatif, voire au niveau présidentiel, et avoir des arriérés ou en tout cas des impayés au niveau de fisc. Ça ne fait pas bon genre. Voilà. Donc il faut demander clairement, est-ce que les impôts se sont servis de ça pour manipuler certaines candidatures à la demande des politiques? Ça, je ne sais pas. Mais si c'est le cas et que c'est avéré, il faut évidemment y mettre un terme. Justement, c'est ce qu'ils estiment qu'il faut revoir un peu. Oui, mais à ce moment-là, on n'a qu'à poser le dossier, puisque comme je vous ai dit, je ne peux pas opiner sur quelque chose qui n'est pas écrit, que je n'ai pas sous les yeux, parce que sinon, ça ferait de la science-fiction. Alors dites-nous, professeur Topanou, pourquoi la plupart des Béninois, généralement, quand on parle de révision constitutionnelle, ils ont une aversion? Non, si vous voulez mon explication, il doit y en avoir beaucoup, hein, mais si vous voulez mon opinion, je pense que c'est probablement la seule loi que les Béninois ont le sentiment, à laquelle les Béninois ont eu le sentiment d'avoir participé. Parce que quand on a mis en place la commission constitutionnelle en 1990, ils ont fait un projet de constitution et ils ont eu les moyens d'aller dans toutes les 77 communes pour en parler, pour expliquer l'esprit. Et ce débat participatif a donné le sentiment aux Béninois que c'était leur loi. Puisque, pour ceux qui ne le savent pas, dans le projet que la commission Glélé avait proposé, dans le projet initial, il y avait un poste de Premier ministre. Donc on serait allé peut-être vers un régime parlementaire ou semi-parlementaire, ou comme disent certains, un régime présidentiel à l'africaine. Bon. Sauf que c'est les Béninois, à la base, qui ont répondu à la commission Glélé que le Béninois n'a jamais eu la culture du double chef. Cet exécutif à deux têtes, ils n'ont jamais connu. Sauf à la période où il y avait cet exécutif à trois têtes, qu'on disait Mais sinon, de façon traditionnelle, le chef, c'est le chef chez nous. On n'a pas deux chefs. On ne peut pas dire il y a le président ici et puis il y a son premier ministre là-bas, hein, comme s'il y avait deux chefs. Donc, et c'est sur cette base-là que, revenus à Cotonou au sein de leur commission, ils ont soustrait du projet qu'ils étaient partis vulgariser l'idée d'un premier ministre. Et c'est pour ça qu'on n'a pas de premier ministre. On a fait du chef un chef unique. Source de pouvoir. Mais après expérimentation de cette option politique, vous, personnellement, est-ce que vous pensez qu'on doit revoir cela? Vous avez appartenu à une commission qui a travaillé à un projet de révision constitutionnelle en 2017 qui a échoué, la tentative a échoué. Est-ce que vous ne pensez pas que peut-être probablement certaines dispositions d'alors pourraient refaire surface à l'effet de faire objet de débat? Ça dépend de ces d'obtention de consensus. Ça dépend de ces sujets-là. Si c'est le sujet de la puissance du chef de l'État, moi je pense que non. Nous avons un bon régime, ce qui permet au gouvernement, à l'exécutif d'exercer ses pouvoirs. Moi, je n'ai pas de gros reproches à faire à notre Constitution. On l'a révisée, on y a touché ce qu'on pouvait toucher. En 2019 En 2019, sans que cela ne me pose aucun problème.
Donc il n'y a rien à dire par rapport à ce qui a été fait en 2019. À titre personnel, non, puisque moi-même j'y ai été associé d'ailleurs. S'il y avait eu des choses à redire, je l'aurais dit à ce moment-là. Mais après expérimentation. Vous voyez un point qui vous pose problème? Pas moi, certains de la classe politique estiment. Oui, que quoi par exemple? Que par exemple, notamment certaines dispositions liées, entre autres, hein, si je peux le permettre ainsi, à la discrimination politique qui a été instaurée, on aurait pu repenser ça autrement. À la discrimination positive en faveur des femmes, on aurait pu repenser cela autrement. Le parrainage qui a été institué pour renforcer les partis politiques, on aurait pu penser également à un parrainage des élus et des citoyens. Voilà autre quelques... Mais vous savez, si c'est juste repenser autrement, on repensera autrement tout le temps. C'est l'une des raisons pour lesquelles on modifie le code électoral à la veille de chaque élection. C'est pas parce qu'on peut repenser autrement qu'on doit le repenser autrement. On modifie lorsqu'il y a une crise. Moi, c'est ce que j'appelle les révisions de crise. C'est-à-dire que si vous avez à supposer qu'en 2026, on fait appel à candidature pour la présidentielle et pour des raisons de parrainage, il n'y a aucun candidat. Personne ne trouve de parrainage. Oui, on est en crise. Ça veut dire que la Constitution atteint ses limites. Là, donc, il faut s'asseoir, modifier en même temps pour avoir des candidats. Ça, c'est ce qu'on appelle des modifications de crise qui s'imposent d'ailleurs. Ça ne se discute même pas. Ensuite, il y a ce que j'appelle les révisions de confort. On a des dispositions, on estime qu'on peut faire mieux sans qu'elle n'ait jamais gêné personne, ou alors on a de nouveaux droits liés aux dernières technologies, etc., qu'on veut insérer dans la Constitution. Oui, ça c'est des révisions de confort. Mais toute autre révision, en dehors des révisions de confort et en dehors des révisions de crise, je les considère comme des révisions opportunistes. Et je pense qu'il faut s'en méfier. Il ne faut pas réviser par fantaisie. Il faut réviser parce que c'est important, c'est nécessaire. À ce moment-là, on est dans une révision de crise. Il faut réviser parce que ça renforce les droits des citoyens. Oui, ça c'est une révision de confort. Je n'ai rien contre ça. Mais donc, je ne fais pas de débat en l'air. Moi, je pars de l'idée que si quelqu'un veut une révision, il nous dira à un moment ou à un autre ce qu'il veut, et sur cette base-là, on pourra se prononcer. Alors, Victor Topano, vous êtes acteur politique, vous appréciez et vous contribuez à l'animation de la vie politique nationale. Que pensez-vous aujourd'hui de la contribution des démocrates au débat parlementaire? C'est une très bonne contribution. Une très bonne. Maintenant, enfin, sur le plan démocratique, bien évidemment, ça fait une expression plurielle de l'Assemblée nationale. En cela, je pense que personne n'a rien à redire. Maintenant, c'est vrai que sur certaines attitudes, on peut toujours être critique, mais bon, on n'a pas de leçon à se donner, quoi. Si je commençais par dire aux démocrates qu'ils auraient dû faire ci, ils auraient dû faire ça, et aussi serait en droit de dire à l'UP que l'UP aurait dû faire ci, l'UP aurait dû faire ça. Je ne suis pas sûr que ces querelles de clocher soient celles qui intéressent nos populations. Qu'est-ce qui intéresse aux populations, selon vous? Les débats de fond. S'il y a une vraie question de fond, comment on fait pour renforcer le pouvoir d'achat de nos concitoyens, comment on fait pour renforcer le cadre de vie. Je ne suis pas sûr qu'un Béninois dirait non à la construction d'un forage dans un milieu où il n'en existe pas, ou une extension de l'électrification dans des domaines ou dans des endroits où il n'y en a pas. Bon, ça, c'est des débats de fond qui intéressent les concitoyens. Qui intéresse les concitoyens. Vous êtes du parti politique Union Progressive de Renouveau qui soutient le président Patrice Talon. Donc vous soutenez le président Patrice Talon. Patrice Talon, on est en 2024, à 2 ans de la fin de son deuxième mandat et dernier d'ailleurs, constitutionnel. Si un de vos mandats vous demandait de qu'est-ce qu'on peut retenir de la gouvernement de Patrice Talon, qu'allez-vous répondre? Oh, il y aurait beaucoup de choses qui soient visibles, ne serait-ce que dans le domaine du visible. Nous avons toutes les réformes qui ont été faites dans le système administratif. Nous avons toutes ces modernisations. Surtout, et après, il y a ce que j'appelle les effets immatériels. Et dans le domaine des effets immatériels, il y a une espèce de dignité qui est redonnée.
On aime ou on n'aime pas, on peut être critique, mais bon, aujourd'hui, nous avons des sites de tourisme, ça n'est pas tombé du ciel, c'est sous le président Talon que ça a été fait. La place de l'Amazone, moi j'ai vu sur les réseaux sociaux des étrangers venir faire une déclaration d'amour, de demande de mariage, ça n'a l'air de rien, mais c'est ce qu'on appelle les éléments immatériels d'une gestion politique et qui sont parfois tout aussi importantes que les aspects matériels où les gens disent « moi je ne mange pas, c'est ça qui m'intéresse à régler ». Et c'est vrai, il faut en tenir compte du mieux que l'on puisse. Celui à qui on achète la tonne de soja à un certain prix mais qu'il pense que ce n'est pas suffisant pour survivre et qu'il a besoin qu'on augmente, on le lui a augmenté. Bon voilà, il y a beaucoup de choses. Hein. Je pense qu'au moment opportun, le bilan du président de la République sera très largement positif. Il y aurait sans doute des choses à lui reprocher, mais je ne suis pas sûr que ce soit à 2 ans de la fin du mandat qu'on fait un bilan. Pas 2 ans qu'on fait un bilan, mais un bilan peut-être à mi-parcours, peut-être. Oui, à mi-parcours, oui. Qu'avez-vous à répondre à, par exemple, l'ancien président Boniaï, au professeur Lo, au professeur à Maître Robert Dossou, ceux qui estiment que les réformes politiques qui ont été faites sous Patrice Talon ont été un peu mal pensées? Si on les prend les unes après les autres et un débat contradictoire avec eux, je pense que le débat sera plus clarifié, mais débat par plateau interposé, je ne suis pas sûr que cela intéresse. Je vais vous répondre maintenant, demain ils vont dire c'est pas ce qu'ils ont dit exactement. Bon voilà, donc moi, je suis universitaire après tout, hein, j'ai les défauts de mon métier. Nous sommes formatés pour la contradiction. Quand un prof d'université écrit, il lui faut rappeler ce que les aînés ont écrit, rappeler leurs forces, critiquer leurs insuffisances avant d'apporter sa contribution. Donc la critique chez nous, c'est dans l'ordre naturel des choses. Mais on ne le fait pas en l'air. Voilà. Si vous me sortiez par exemple une vidéo de l'interview du professeur Olo que j'avais regardé d'ailleurs, et vous soulignez un aspect précis et vous demandez mon avis, oui, je ferai cette contradiction-là sans aucun problème. Mais me demander bon, voilà, je ne peux pas... Vous avez dit que vous avez suivi, donc vous avez suivi. Oui, j'ai suivi, mais je préférerais... Maître Robert Dossou aussi, vous avez suivi l'ancien président Boniaï qui ne cesse de le dire, que oui, mais le président Yahi Boni est encore acteur politique actif. Donc c'est pas pareil. Moi, quand par exemple l'opposition critique Talon, mais que voulez-vous qu'il fasse d'autre? Ça ne me dérange pas. Mais lorsque ça relève de l'intoxication, nous avons l'obligation, nous qui soutenons le régime, de rétablir la réalité. Et puis en plus, le régime, il a un porte-parole et qui le fait très bien. Voilà, donc ça, je le ferai. Maintenant, si vous parlez du professeur Olo, qui n'est plus politiquement actif, qui a annoncé d'ailleurs dans son interview qu'il avait 75 ans et qu'il n'avait aucune ambition politique, oui, ça devient un débat d'intellectuel et on peut l'avoir, ça aussi. Ça, je n'ai aucun problème. Mais on ne peut pas mettre... Il en est de même d'ailleurs de Robert Dossou, du professeur Robert Dossou. Mais le président Yahi Boni ne peut pas être mis sur le même pied d'égalité que les autres. Non. Lui, il est président actif d'un parti politique qui n'est même pas président d'honneur, il est président actif. Donc forcément, ce qu'il fait, c'est de la politique et parfois de la politique politicienne. Mais c'est son droit, puisque nous avons une option démocratique qui favorise la pluralité de l'opinion et de l'expression. Sauf que, une fois de plus, la seule limite, c'est que s'il fait de l'intoxication, le régime et ses gardiens seront en droit de monter au créneau pour lui répondre. Et il en fait de l'intoxication? Sur certains sujets, je pense. Lesquels, quelques-uns, très rapidement? Je pense que quand on peint tout un régime en noir, forcément c'est de l'intoxication, puisque par définition, aucun régime ne peut être totalement peint en noir. Ça c'est aussi de l'objectivité scientifique. Je ne connais pas un seul régime dans le monde et dans l'histoire qui ait été totalement négatif. Même lorsque on reproche des choses à un roi ou à un président, je pense notamment, ça me vient comme ça à l'esprit, oui. Sans préparation préalable, quand je pense par exemple à Dandozan, dans le royaume d'Abomey, oui. L'histoire officielle lui fait porter des choses pas très gaies, de sorte que la mémoire qu'on avait décidé de le supprimer de la mémoire collective.
Sauf que depuis quelque temps, il y a certains acteurs qui rappellent que non, ce n'était pas parce qu'il avait fait tout le mal dont on l'accablait depuis des siècles, mais que c'est parce qu'il a fait des choses bien et parfois des choses à l'encontre des tenants du système et qu'ils ont décidé de faire le premier coup d'État du royaume d'Abomey. Voilà, c'est un exemple. Il n'y a pas un suzerain, il n'y a pas un roi, il n'y a pas un président totalement négatif. Donc à l'heure du bilan, on va le rappeler. Vous allez le rappeler. Victor Toppanou, dernière question avant qu'on parle quand même de cette fête identitaire d'Abomey Calavi. Aujourd'hui, après la rencontre avec le chef de l'État, après les différentes concertations qui sont effectuées au sein de chaque formation politique, quel est l'agenda? De quoi? De la modification de écoutez, j'ai lu, comme vous, dans les réseaux sociaux, qu'un projet de loi constitutionnelle porté par le BR a été déposé jeudi ou vendredi. Je ne le sais pas. Je ne suis pas dans le bureau de l'Assemblée, je suis dans la conférence des présidents, mais je le saurai mardi. Parce que nous avons une plénière et en début de séance, on nous fait lecture de la correspondance. Quand cette lecture sera faite et qu'on aura ce projet-là, à ce moment-là, on saura que les débats peuvent commencer. Et donc, ne soyez pas pressés. D'ici la semaine prochaine, vous aurez la suite de l'agenda. Alors, Victor, président Toppanou, Fofo Diakaroué, cette initiative, qu'est-ce qu'elle regorge? Oh, d'abord, c'est une banalité. On veut faire à Calavi comme la plupart des communes du Bénin le font. Quand vous allez à Savi, vous avez le Savi-Houé. Quand vous allez à Gléhoué, vous avez le Gléhoué-Houé. Nos frères de la vallée ont fait mieux en faisant un truc quasi départemental. On parle de Ouémé-Houé. Vous allez à Niki et la plupart des communes du nord, vous avez la Gani. Voilà. Donc, Calavi est resté en marge de ce mouvement, je dirais, pour être totalement honnête, politico-identitaire depuis très longtemps. Et je pense que pour l'instant, actuellement, on a décidé de faire comme tout le monde. On a décidé de faire tout le monde. Mais pourquoi ce nom de baptême? Simplement parce que Fofo Diaka est le fondateur de la commune de Calavi. C'est un peu comme si vous allez à Abomey, que vous demandez qui est. C'est comme si on faisait une fête à Porto-Novo et puis on dit Tofaroui. Ou alors on fait une fête à Abomey, on dit Kabaroui. Ou bien, je dis pourquoi je dis Kabaroui, ou bien Zenroui, ou bien Gezoui. Bon, c'est comme ça, voilà, c'est tout. Calavi a un fondateur historiquement connu du nom de Fofo Diaka. Et c'est une reconnaissance à cet aïeul qui a construit Calavi. Qu'est-ce qui sera célébré pendant ce Bien sûr jour? qu'il sera célébré. On a même prévu, on l'a fait déjà, donc samedi, dans l'après-midi, un long colloque de 15h à 22h pour parler de Fofo Diaka, ses réalisations, son histoire, bon voilà. Et à l'avenir, on a l'intention d'ériger en son honneur une statue. Pour l'instant, on regarde parmi les photos très très rares qui nous sont parvenues dans l'histoire, si c'est faisable techniquement ou pas. Voilà. Mais pour l'instant, ce n'est pas fait. Et comme ce n'est que la première édition. Mais en dehors du colloque, quelles sont les autres activités inscrites? On a eu une journée intellectuelle, c'est la journée du samedi. La matinée, ça a été l'ouverture. L'après-midi, c'est le colloque. Et une deuxième journée festive. Et c'est donc le dimanche qui a été la journée festive sur le terrain de la mairie. On a mobilisé les foules, toutes les différentes communautés existantes qui le désirent, y ont pris part. Nos amis qui ne sont pas de Calavi sont venus nous soutenir nombreux. Bon, vous aurez les images et vous verrez ceux qui ont été là. Il n'y avait pas que les fils de Calavi, mais on avait le soutien, un peu comme moi aussi. Quand il y a eu Gléhoué, il y a quelques semaines en arrière, j'y ai été. Vous avez été. Voilà, c'est la Gani qui me laisse aller. Je ne suis jamais allé à la Gani encore parce que personne ne m'a encore invité. Ah, sûrement, vos collègues députés de cette région vous tendent une invitation. C'est peut-être un message que je leur envoie pour l'édition de l'année prochaine. Message entendu alors, ils l'entendront sûrement. Alors, quelles sont les démarches que vous entreprenez pour que cette activité, cette initiative soit pérenne au fil du temps?
Oh, des années? on n'a même pas besoin de démarches particulières, ça s'impose, puisque dans toutes les communes, ça s'impose. Vous savez depuis combien d'années on fête Novichat? Depuis plus de 100 ans. Donc le problème ne se pose même pas. Là, ce qui va se poser comme question, c'est est-ce qu'on fait comme on a fait Novichat? Parce que vous savez qu'il y a des critiques sur les fêtes identitaires. Moi, je les entends bien, notamment à quoi ça sert de faire une fête alors que dans la commune, il y aurait des zones où il n'y a même pas de forage, il n'y a pas d'électrification. Bref, comment on passe d'une fête, entre guillemets, festive à une fête de développement? Bon, c'est un débat qu'on entend et dont on va essayer de tenir compte aussi. Il ne faudrait pas qu'on décide chaque année ou tous les 2 ans. D'ailleurs, on n'a même pas encore fixé, on ne s'est pas encore totalement entendu là-dessus, sur la périodicité, je veux dire, et dépenser des millions, alors qu'avec ces mêmes millions, on peut faire des forages. Bon, voilà, il faut voir comment on fait en ayant à côté des actions de développement. En ayant des actions de développement. On est presque à la fin de cet entretien, Victor Tokpanou. Je vais revenir à la politique une fois encore et vous poser cette question. Il y a certains de vos acteurs, des acteurs politiques qui estiment qu'il faut qu'on en arrive à un parrainage citoyen, par exemple. Comme au Sénégal. Vous suivez l'actualité aujourd'hui au Sénégal. Vous avez vu que le Conseil constitutionnel, manifestement, avait une liste des citoyens qui est différente de la liste de la Sénat. Ça crée beaucoup de problèmes parce que malheureusement, l'identification n'est pas toujours aisée. Tout ça amène à penser qu'il faut finaliser de façon définitive l'état civil de notre pays. Et je crois d'ailleurs que c'est dans ce sens-là que les travaux de l'ANIP permettent de remplir. Et quand vous avez fini avec ça, comme en France, aux États-Unis, les pays développés, l'état civil est très bien connu, donc personne ne peut dire telle personne n'existe pas. Bon, voilà. Chez nous, c'est parce que ce préalable n'est pas encore bien fait que malheureusement ça crée des problèmes. Sinon, moi, j'ai pas de problème. L'essentiel, c'est que ce soit une initiative qui renforce la démocratie, qui renforce les systèmes partisans. Moi, je n'aurai aucun problème par rapport à ça. Si c'est le parrainage citoyen qui intéresse, si la majorité, un consensus se dégage, sincèrement, je n'ai rien contre. Quelles sont vos espérances pour 2026? Oh, qu'on aille vers des élections apaisées. Je pense qu'elles le seront. Après les difficultés que nous avons connues en 2019, que nous disions, comme le président de la République, plus jamais ça. Le président de la République lui-même l'a dit une fois déjà. Donc on va souhaiter que ce vœu-là se concrétise et se renouvelle pour 2026. Voilà. Nous sommes à la fin de cet entretien. C'est une tradition. Vous allez regarder droit dans votre caméra, j'allais dire, et vous adresser aux militants Union Progressiste de Renouveau qui ont bien voulu suivre cet entretien, à vos étudiants qui ont bien voulu suivre cet entretien et à tous les sympathisants qui ont bien voulu suivre vos propos de ce jour. Mais à tous les militants UP du Bénin, parce que je ne vais pas m'arrêter seulement à la 6e circonscription, notre formule de ralliement, c'est maintenons le cap. Continuons de maintenir le cap, au moins pour que 2026, nous la traversions sans obstacle. À mes étudiants, je n'ai qu'une formule de vœux pour eux, c'est qu'ils travaillent bien et qu'ils réussissent à la première session et non pas à la deuxième session. Je leur ai toujours souhaité. Et maintenant, pour toute la nation béninoise, bien évidemment, continuer dans la concorde, dans la paix, parce que ce sont les deux conditions préalables pour un développement collectif. Merci à vous, Victor Prudent Tokpanou. Je rappelle à nos amis internautes que l'invité de ce jour est universitaire et parlementaire béninois. De ses propos, on retiendra qu'à l'entame, il a tenu à rappeler le contexte de la rencontre entre le président Patrice Talon et les différents groupes parlementaires qui constituent la 9e législature. Il a
tenu à expliquer la décision de la Cour constitutionnelle du 4 janvier dernier. Il l'a expliqué de façon très détaillée en mettant en lumière un peu les articles 142 et il nous a fait savoir également que la Cour constitutionnelle a indiqué que c'est la nouvelle législature qui doit parrainer. Pour lui, ce test a été écrit pour régler le problème de faiblesse structurelle des partis politiques. Il parle ainsi du code électoral. Donc cela était en cohérence avec la réforme du système partisan. Il a rappelé l'essence de la réforme du système partisan qui s'articule autour de 4 points majeurs, notamment le financement public des partis politiques, la question des 10% qui consacre l'éligibilité au partage des sièges, le parrainage et également l'inversion du calendrier électoral. Excusez, il est très respectueux de la discipline de groupe et donc il n'a pas voulu tenir des propos de façon très personnelle et individuelle sur certains sujets majeurs. Il a fait savoir qu'on ne modifie pas un code électoral tous les ans, mais plutôt une loi électorale. Et comme nous avons déjà un code électoral, il faut vraiment qu'on y prenne garde. Il a démontré et exposé l'intérêt des élections générales au cours de cet entretien. Pour lui, ce n'est pas vertueux, c'est vicieux de réviser le code chaque année. La Constitution est la seule loi à laquelle les Béninois ont le sentiment d'avoir participé. A-t-on pu entendre sur ce plateau des propos de Victor Prudent Tokpanou lorsqu'il a été interrogé sur notamment ce qu'on peut retenir de façon sommaire de la gouvernance du président Patrice Talon. Il a dit qu'il reste encore pour faire totalement un bilan du président Patrice Talon, mais il se réjouit des réformes qui ont été effectuées dans le système administratif et il salue également les effets immatériels, notamment les sites touristiques. Et à titre illustratif, il a donné l'exemple de la place de l'Amazone qui pour lui est un grand objet d'attraction. Il est prêt à un débat contradictoire. Il l'a fait savoir ainsi, notamment sur les réformes politiques qui ont été effectuées sous le régime du président Patrice Talon. Il n'est pas dérangé que l'opposition critique le président Patrice Talon, car pour lui, c'est son rôle. Boniaï fait de l'intoxication, on peut déduire de ses propos. Et pour lui, lorsqu'il y a de l'intoxication, les soutiens doivent monter au créneau pour rétablir la vérité. Car il a fait savoir qu'un régime ne peut pas être totalement négatif. Le parrainage citoyen crée parfois des problèmes. Il a argumenté dans ce sens. Et interrogé sur la fête identitaire d'Abomey Calavi, il nous a fait savoir que Fofo Diakaroué est bel et bien cette fête identitaire de Abomey Calavi qui va se rendre effective toutes les années jusqu'à plusieurs décennies, ainsi par la suite. Fofo Diakaroué est baptisé ainsi parce que Fofo Diaka est le fondateur d'Abomey Calavi. Il a fait savoir qu'ils ont pour ambition d'ériger une statue de Fofo Diaka dans les années à venir en hommage à ce grand homme qui a fondé Abomey Calavi. Voilà un peu de façon ramassée vos propos, j'espère. Oui, vous l'avez très bien fait. Merci. Je rappelle que vous êtes un universitaire et parlementaire béninois, ancien ministre de la Justice et garde des Sceaux. Vous avez été membre de la commission chargée des réformes politiques et institutionnelles mise en place par le président Patrice Talon en 2016. Vous avez été également rapporteur général du dialogue politique national qui s'est tenu en 2019. Vous êtes aujourd'hui député à l'Assemblée nationale, élu pour le compte de la 9e législature, où vous présidez la commission de l'éducation, de la culture, de l'emploi et des affaires sociales. Merci une fois encore, Victor Tokpanou, d'être venu sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous, chers amis internautes. Prenez le rendez-vous de 19h pour le JT des JT.